Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre adhésion à cet événement qui est organisé par le PMI. Le PMI Pôle Nouvelle-Calédonie de la branche Horizon du PMI France, dont Jean-Luc Favreau est le vice-président et dont il vous en parlera tout à l'heure. Alors, nous avons des participants à partir de métropole. Il est en Nouvelle-Calédonie vendredi 15, 16 heures, en métropole 6 heures du matin. Merci pour votre participation matinale. Et à Tahiti, nous sommes le jeudi 13 à 19 heures, d'où intervient Jean-Luc Faucon. Alors, le maître mot de cet événement sera la résilience. Pourquoi la solution conçue par Adrien Salès est extraordinaire? Il expliquera aussi l'équipe, la co-construction, la méthode participative. Je vous raconte un peu le quotidien des chefs de projet ou des consultants. Donc, avant de commencer un projet ou une feuille de route et de faire une offre, surtout, c'est de quoi dispose l'entreprise pour pouvoir euh, évaluer qui sont les parties prenantes, qui est responsable de quoi, etc. Donc, la première, quand je démarre, je demande la cartographie des systèmes d'information. Alors, parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Euh, si je vois, enfin, si je connais moins bien, mais en Polynésie, il y en a parfois, mais elles sont faites manuellement. C'est un boulot d'archivation. Ensuite, on demande l'organigramme, c'est pas gagné non plus, parce qu'on me demande lequel. Et l'organigramme, j'en ai surtout besoin dans le domaine des systèmes d'information décisionnelle pour mettre en place la sécurité. Qui est responsable de quoi, qui aura accès à quoi. Et en général, on demande lequel, il y a l'organigramme organisationnel et aussi, est-il à jour? Ça, c'est pas évident non plus. Et ensuite, donc, c'est de pouvoir faire un mapping pour voir qui est responsable de quoi, qui seront les parties prenantes, etc. Du coup, je vous laisse découvrir en quoi la solution d'Adrien est extraordinaire. En fait, la solution que j'ai proposée avec l'IA générative, ça va être de répondre à ce genre de problématique que vous connaissez certains. Il y en a certains, ils la connaissent au concret, au quotidien. Et là, les données qui sont maintenues, qui sont à jour, et qui vont être des années de chacun une grande créativité dans faire le projet, c'est ça qui les intéresse. Ben, nous, on n'est pas forcément disponible pour répondre aux questions, à supposer qu'on ait les données. Donc, en fait, ça, c'est un support que j'ai préparé pour Notes 24. À la base, il est assez technique. Donc, on va pouvoir passer au slide d'après. Voilà, donc ça, généralement, quand on est technicien, on aime bien parler de notre stack. Mais grosso modo, on a Neo4j qui est utilisé comme une base de données qui est extrêmement flexible pour prendre plein de données différentes, de plein d'endroits différents. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'en fait, c'est un vrai pool qui va venir prendre des données ou se faire injecter des données de systèmes d'information très divers et variés. On va s'appuyer sur GitHub pour toute la gestion de la partie IA. Notre stack de conteneurisation, puisqu'on fait tout tourner en conteneur pour avoir un flow de fonctionnalités très rapide, pour faire des évolutions très rapides, on veut un système qui évolue vite au quotidien, peut-être une fois par jour, peut-être deux fois par jour, selon à notre guide. Et puis, bien sûr, donc, une très rapide présentation. Donc, je suis effectivement manager à l'OPT et surtout, ce que je peux faire, c'est être développeur advocate pour les services qu'on a à l'OPT en digital et également, surtout en interne, au sein même de l'OPT. Je suis un néo-4j. J'adore faire du néo4j et raconter des histoires avec, me former et puis répondre à des questions à l'aide de cette technologie. Je fais pas mal de storytelling et surtout la partie qui nous intéressait, c'est que j'ai parlé 3 fois d'affilée à Notes, qui est un événement mondial dédié à Neo4j
et qui permet de montrer comment, avec une technologie, on peut répondre à des questions variées à l'aide de storytelling et surtout de données. Donc, très rapidement, qu'est-ce qui a lancé tout ça? En fait, l'aventure, c'est que pourquoi on s'est lancé là-dedans? Et la question, elle est très simple, c'est que moi, au sein de mon équipe, ce que j'observe, c'est que je me suis rendu compte qu'on répondait tout le temps aux mêmes questions. Alors, les chefs de projet viennent avec leur projet, ils posent les mêmes questions, et puis on peut continuer comme ça pendant longtemps. Et le problème que j'ai en tant que manager, c'est que je vois le temps de mes développeurs qui est très précieux, et donc je n'ai pas beaucoup de ressources, s'envoler sur des questions. Et pour autant, les chefs de projet ont besoin de réponses, et rapidement, sinon on fait perdre de notre projet. Donc ça, c'était ma problématique. Et donc l'idée, le concept, ça va être de me créer un rempart qui va protéger, donc my user, moi c'est les développeurs, c'est moi-même, c'est les équipes du système d'information, qui va les protéger des questions qui arrivent de l'extérieur en donnant des réponses. Pas en disant, bah, tu vois plus, c'est pas nous, etc. Partie du ping-pong, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, il y a eu beaucoup de bruit au début de la GenAI, peut-être un peu moins, mais sûrement on va tous se faire remplacer, voilà, mon Dieu, au secours. Et on va tout faire remplacer pour ça, de partie. Et pour d'autres, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, en fait, il y a pas mal d'analyses qui tendent à prouver que, pour l'instant, en tout cas, c'est la créativité qui est notre propre. Donc, voir des problèmes, être créatif, imaginer, et puis après, évidemment, peut-être utiliser l'IA pour être encore plus créatif. Donc ça, c'est l'idée. Et moi, mon idée, c'est d'avoir ça comme un service, c'est-à-dire chacun avec ses questions, avec son background. On va avoir des questions de développeurs, de chefs de projet, de consultants, de SID, par exemple, et que chacun va avoir ses réponses en temps et en heure, et avec le contexte qui l'intéresse. Donc, notre histoire pour arriver jusqu'à ce qu'on appelait carto GPT, en fait, c'est celle-ci. Il y en a certains dans l'audience qui ont connu cette partie-là et qui m'ont inspiré. Donc, au début, on avait un jeu de données, c'était des CSV. Et pour le data scientist, c'est super. Mais généralement, je ne suis pas data scientist. Peut-être pour que ce soit facile à utiliser. Bon, légitime, mais des gens commençaient à répondre en interne avec peu d'efforts. Donc après, on s'est dit, bon, c'est super cool, on va faire des images Docker, on va faire de la containerisation, c'est super, on a trop de développeurs. Mais les gens nous disaient, ben, c'est quoi Docker? Du coup, on s'est dit, bah, on va pas se laisser aller, on va continuer, puis on va dire, si on ne connaît pas Docker, on va installer sur les postes, sur les workstations, pour que les gens soient autonomes. Mais les gens n'avaient pas le temps pour installer Neo4j. Donc, on est passé au stade d'après, on dit, bon, puisqu'on est des développeurs, on va faire des API. Les API, les projets d'API, pour livrer les données de manière super efficace, super optimale et tout. Les développeurs, on est super contents. Pas de peau, les gens qui en parlent, ce pas des programmeurs. Et donc, à la fin, cette année, en quelques mois, on a sorti, comme j'avais annoncé en interne, on aurait pour répondre aux questions, ça sera un robot répondant à beaucoup de place. Il y en a certains qui ont rigolé dans le bureau, d'autres qui ont moins rigolé. Et la réponse que j'ai eue quand on a livré les premières démos, c'est pas possible, ça ne marche pas. C'est pas possible. Et nous, si c'est possible, on l'a fait. Et donc, c'est ce qu'on a livré. Donc, la vision, mon obsession, c'est délivrer des agents qui vont répondre à notre place sur des périmètres fonctionnels qui vont être définis et qui vont répondre à notre place. Et nous, on récoltera uniquement les questions qui n'ont pas été répondues, qui sont insatisfaisantes, soit en qualité, soit en précision. Et nous, pendant ce temps-là, on continue à développer ce qu'on nous demande de développer pour accélérer. C'est la route vertueuse. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Donc là, on a un développeur en plein exercice de ces fonctions qui est dans un état, ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire quand on fait une activité et puis que 3 heures sont passées, on a livré 2 fonctionnalités, on est super, super content, on n'a pas vu le temps passer. Nous, c'est ça qu'on vise. Chacun, comme il est fait, on fait quelque chose. Ah, excuse-moi. Ah oui, je te réponds. Attends, je vais remettre dans mon état. Et là, on a perdu 1 heure. Donc, ça coûte cher. Donc, l'idée, voilà, c'est ce rempart de répondre aux questions. Le développeur, il développe. Et on va uniquement récolter les questions qui ne sont pas répondues. Donc, ça, c'est le but. Je fais au sein de mon bureau, dire voilà, bon, cette année, c'est maintenant, on va faire notre collaborateur, on va construire, on va créer un collaborateur, on va monter à l'échelle, qui va nous aider, et on va le faire avec nos données qu'on a collectées, qu'on a automatisées, et avec les compétences qu'on a fait fructifier pendant les 4 dernières années là-dessus. Donc, on a appris en faisant. Les premiers mots de notre assistant, ça a été donc
Ça, c'est un peu pour les geeks ou un peu pour les nerds, mais pas de panique. Donc, c'est un appel d'API. Moi, je suis dans un bureau où on fait beaucoup d'API. Et c'est que l'assistant puisse dire qui il est. C'est la moindre des politesses. Donc, voilà, il n'y a pas à la place d'une personne physique, par exemple. Donc, on dit, je suis un modèle de langage artificiel, je suis à l'équipe GLIA, c'est mon bureau. Il a une fiche de mission, comme pour un être humain, il a une fiche de poste, pour être clair. Et ensuite, il est à notre service. Donc ça, c'est sa constitution. On a un code 200 pour dire il a répondu, en tout cas, il a répondu quelque chose. Et après, ça laisse le bien de voir si c'est satisfaisant ou pas. C'est les premiers mots. Et ensuite, en termes de données et compétences, de mon bureau, donc d'où est-ce qu'on vient? Ça, c'est notre trésor, hein. Donc, note 2022. Note 2022, c'est l'année pitché où j'ai présenté comment on avait conçu la description d'un système d'information. Donc, chaque nœud, ici, c'est une entité logique. Ça peut être une personne. Ça peut être un bureau. Ça peut être une application, un topic Kafka, une fiche d'exploitation, un serveur, un job, ce qui plaît ou pas, des applications, des conteneurs. Chaque entité métier est représentée et surtout, en termes de graphe, c'est un graphe connexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit morceau qui vit dans son coin détaché du reste du monde. Voilà. Donc, c'est un ensemble cohérent, lié, plus ou moins complexe. Des fois, on voit qu'il y a des nœuds qui sont très centraux, on va dire. Ici, par exemple, et ça, celui-là, c'est les applications. Pour moi, c'est plus important. Et puis, ça s'est fait comme ça, et on constate que c'est le centre d'un graphe. Ça serait la première approche. L'année suivante, j'ai pris les données Open Data, j'ai pris les données des Nations Unies, j'ai utilisé beaucoup d'API, de CSV, de plein de données différentes, je les ai mises ensemble, et là, j'ai généré un modèle. Je demandais, j'habite en Nouvelle-Calédonie, euh, la pêche et les ressources naturelles, est-ce que c'est important? Donne-moi les données Open Data, et il me disait, ben voilà, c'est celui-là, qu'est-ce que je devrais faire? Et il me disait, je vais te donner cette réponse-là parce que tel jeu Open Data qui est Data UNC dit ceci, etc., etc. Et la troisième année, j'ai pris ces deux compétences et je les ai mélangées au sein de ce qu'on appelait Carto GPT. Donc, en gros, la roadmap, nous, on a commencé en 2021 à préparer les données. Donc, premier commit, j'ai présenté ça à mon bureau en mai. Ensuite, là où les choses ont commencé à s'accélérer, ça a été l'hybridation du système d'information. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire cohabiter ensemble avec Google APG, entre autres, et GitHub CI, des données qui sont servies par des API type gestion RH, par exemple, avec des données statiques qui naissent d'ailleurs, et on a relié tout ça en continu. Et à partir de là, notre système il est devenu très intelligent et très lourd. Et après, vous voyez, donc ça a commencé en gros en avril. Et là, octobre 2024, on payait pour les chefs de projet, c'est important, le planning, un cartouche GPT qui répond aux questions métiers, pour de vrai. Et puis probablement, on va commencer à l'ouvrir à l'extérieur du bureau en début d'année 2025. Et puis après, surtout, amélioration continue avec de nouvelles API. Et on a dit tout à l'heure, des nouveaux tools, c'est-à-dire des accès à des nouveaux types de données. Donc voilà, ça c'est la roadmap. Et en gros, alors on va essayer de faire light, mais en gros, le knowledge graph, c'est là où sont les données. Donc on l'a automatisé de cette manière. Il y a plusieurs manières de le faire. Nous, on l'a fait comme ça. Dessus, on a mis un proxy REST. Désolé pour le barbare, mais en fait, ça, c'est ce qui est le plus facile à intégrer. On arrive avec ça, généralement, les développeurs, les intégrateurs, ils disent, bon, bah, ok, c'est facile. Hop. Et après, on publie sur Google APG. Donc là, ça y est. En fait, ici, on est à la maison. Ici, on devient cloud natif. À partir du moment où on est cloud natif, on va hériter de plein de bénéfices en termes de valeur métier et d'accélération de projet. Et donc, on arrive à la slide d'après, où on arrive à ce que c'est qu'un agent. Alors, les agents, il n'y a pas de miracle avec l'IA, il faut de l'organisationnel, parce qu'en fait, on va redécrire le système d'information de l'organisation humaine, mais avec de la donnée. Donc, par exemple, nous, on a des API qui sont maintenant, on va dire, cloud native. Donc, par exemple, quelles sont les applications qu'on utilise, qui les maintient, la disponibilité d'une application, pour savoir cette application, est-ce que maintenant, est-ce qu'elle marche pour de vrai, est-ce qu'elle est up? Je veux dire, à la seconde, maintenant, tout de suite.
tous, on aime bien les gestions de tickets. Donc, est-ce qu'il y a des tickets ouverts sur cette application? Les ressources humaines, qui manage qui est développeur, qui est manager, etc. Et donc, il y a le bureau, envoyer des SMS quand même, on a l'OPT. Les questions de budget, est-ce qu'il y a des lignes de crédit sur ce projet, cette application qui dépense quoi? Et sur ces domaines fonctionnels, en fait, qui sont cloisonnés en termes de données, on va venir créer des agents. Donc, un agent, il a une fiche de poste, il a des accès à des informations. Donc, par exemple, un urbaniste, lui, ça va être quelle application dépend de quoi? Est-ce qu'elle est en disponibilité? Dans quel pays est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle habite dans un pays RGPD? Tous ces genres de questions. Est-ce que les applis sont bien up? Est-ce qu'elles marchent bien? Est-ce qu'il y a des incidents en cours? On va dire que ça, c'est le boulot de l'urbaniste. Pilote autonome, c'est son périmètre. Le périmètre d'une secrétaire, ça va être qui est en congé, qui manage qui, il y a combien de personnes dans cette UO? Est-ce que par exemple dans une UO, il y a tout le monde qui est malade ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en moins, par exemple? Secrétaire, envoyer des SMS ou envoyer des mails, c'est bon, la tête n'est pas là, tu peux lui envoyer un SMS et puis faire ceci. Donc voilà. Et les questions de budget. Là, on a un niveau d'agent, donc on voit que chacun a une fiche de poste avec un domaine fonctionnel et donc data très isolé. Et ensuite, on a la collab agentique. Alors la collab agentique, c'est je viens, j'ai une question complexe à te poser. Eh bien, le prompt, ça va être tu es un agent dédié à ça. Si tu as besoin de RH, demande à la secrétaire. Pour les questions d'urbanisation, tu demandes à l'urbaniste. On fait cette phrase-là et c'est fini. Les agents vont communiquer entre eux, réfléchir et donner une réponse, mais basée sur les données qui sont ici. Voilà. Alors, sur le papier, ça a l'air faisable, mais dans la réalité, c'est vraiment comme ça que ça se fait. Donc, quelques exemples très très simples de quel type de données on a. Par exemple, le nœud du problème pour un SI qui marche et les applications. Donc, quelle application dépend de qui maintient? Est-ce qu'on a, oui, le code source? Est-ce qu'on utilise des données Kafka? Est-ce que l'application est en fin de vie? Est-ce qu'elle est bien maintenue? Ce genre de questions. Et puis les personnes. Donc PMI, Scrum, les personnes d'abord. Bah, application, personne. On a également les compétences. La question, j'ai besoin d'un développeur full stack sur tel domaine fonctionnel. Je pose ma question et j'aurai la réponse. Donc voilà, en gros, quelques exemples de nœuds. Et on peut passer ensuite à la suite. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, ça, c'est notre boucle d'amélioration continue, notre PDCA, puisqu'on crante généralement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On fait des incréments, soit de méthodologie, soit de data, soit de qualité de données aussi. Et les premiers mots de notre robot. Let's go. Voilà, donc ça, c'est par API. Au début, c'était un peu brut de décoffrage. Donc, par contre, la question, elle est molle, hein, on peut dire, c'est une question humaine, quoi. Donc, qui maintient l'application clic? Moi, le code des UO correspondant. Je voulais avoir le référentiel RH. Donc, voilà, l'unité organisationnelle qui maintient l'application clic et la section ainsi support, son code et FR3621. Et, euh, et c'est tout. Donc, ça me prend une seconde. Enfin, peut-être 5 secondes, je n'ai pas chronométré. Mais quoi qu'il en soit, cette réponse, cette question, on n'en parle plus. Elle est terminée, le sujet est clos. Donc maintenant, toute personne qui vient dans le bureau, qui a besoin sur le site, cette information, il pose la question, ils ont la réponse. Si elle est japonaise, ben, elle n'a qu'à poser la question en japonais, ça répondra en japonais. Ensuite, exemple suivant. Après, le être humain, il aime bien être créatif généralement. Donc, ce qu'on aime bien, c'est avoir des documentations automatiques. Personne n'aime écrire des documentations, pourtant, des fois, c'est utile. Mais on se constate que quand on fait une documentation dans un certain objectif, des fois, quelqu'un d'autre a dit, ah oui, mais moi, j'aimerais bien avoir un truc un peu différent. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui fait générer des documentations à notre place, et puis on les fait à la demande, puis on documente comme ça. Donc, voilà. Euh, OPT SMS. Donc, ça, c'est un contenu qui est généré dynamiquement sur les données qu'on a. Donc, OPT SMS est une application destinée à la gestion des SMS au sein de l'OPT Nouvelle-Calédonie. Cette application fait partie du système d'information de l'OPT, joue un rôle central. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup d'applications qui en dépendent, c'est ça que ça veut dire. Euh, cette application, et là, on sait qui maintient. Donc, si je mène un projet digital,
c'est pas la peine de faire un mail avec plein d'absents. Je pose la question, j'ai ma réponse, et tout de suite, je suis allé au bon endroit. Et quand deux personnes, vous avez dit qu'elle avait accès aux ressources humaines, donc elle va regarder l'organigramme, elle va dire deux personnes. Si je lui dis donc deux personnes internes, il y a aussi des personnes externes. Et si je lui dis bah, qui c'est les deux personnes, je vais avoir les adresses mail, les numéros de téléphone. Après, c'est sans passer une conversation. Ça répond 24/7 aussi. Une fois qu'on avait ce truc un petit peu brut de découpage, mais qui était quand même juste en termes de données, on a pu donner un petit peu un visage, pas des rumeurs, mais un peu plus sympa. Donc voilà, ça c'est les premiers exemples avec du formatage joli qui a été fait. Et avec toutes ces données-là, en fait, là, il n'y a pas d'hallucination, hein, c'est que des données qui sont à nous, mais qui sont présentées par rapport à ce que nous avons. Donc voilà, là, c'est notre ERP. Ça correspond. Donc on est oui, on est sur site, ça tourne sur de la X. Si je veux savoir sur quel serveur, je dis quel est le serveur, il me répond pas. Et là, ce qu'on retombe, c'est la fatalité, c'est la qualité des données, la mise à jour des données, la mise en lien des données. Si on n'a pas ça, c'est de pire en pire. Si on a un petit peu des données un petit peu meilleures, c'est beaucoup mieux. Si on a des données de piètre qualité, c'est bien pire. Voilà, c'est la moralité. Et également, alors souvent avec l'IA, ChatGPT, vous pouvez demander de faire une recette de cuisine, par exemple une mousse au chocolat à base d'algues, de sable, il va vous la faire, hein, aucun problème. Moi, mon intérêt particulier, c'était de savoir lui faire dire quand il ne savait pas, et ensuite remplir pour l'aider à savoir répondre la prochaine fois avec des vraies données. Donc en gros, derrière, en API, celui-là, tout le monde va comprendre, 404. 404, nous on est content, parce que ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Et 404 interprété par une IA générative, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un message d'excuse. Euh, donc, je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'informations sur l'unité organisationnelle qui maintient l'application. Qui s'excuse. Et si on développe sur de l'IA, il faut savoir comprendre que je suis désolé, je n'ai pas pu trouver. Ça veut dire qu'il lui manque des billes et que donc c'est à nous de prendre la suite et de faire en sorte qu'il trouve les bonnes. Voilà. Et là, on va arriver sur la partie projet. C'est comment est-ce qu'on développe un produit. Donc, à la base, ce slide était divisé aux API, mais en fait, c'est n'importe quel produit. Donc, voilà. Et ça, c'est ce qu'on a découvert au quotidien. C'était la surprise, on ne s'attendait pas à ça. On va dire qu'on va commencer par livrer un produit avec une documentation. On va démarrer ici et on va créer des outils basés sur ces produits. Donc, par exemple, une API. Généralement, quand on est content, on en parle autour de soi. Les gens viennent triturer et dire oui, mais là, ça ne marche pas, là, ça ne trouve pas. Donc, en fait, on trouve un nouveau challenge. C'est le nom qu'on a mis sur ce genre de questions. On améliore soit la qualité de la donnée, soit le design des données ou le processus de mise à jour. On arrive ici. On améliore le produit pour que l'IA trouve les solutions par elle-même, parce qu'on n'a pas envie de le faire. Et on recommence. Et à chaque fois qu'on prend, après, c'est fini. Une fois qu'on a répondu à un type de question, pour une fois, c'est... Donc voilà ce qu'on a mis en place. Et à la fin, à quoi ça ressemble? Donc, au début, l'IA naïve, on va dire, c'est je te pose une question, je cherche exactement ce que tu me dis, et si je ne trouve pas, je suis désolé, fin de la conversation. L'étape d'après, ça va être je pose une question sur un sujet, je cherche, je n'arrive pas à trouver exactement. On lui dit bah, écoute, c'est pas grave, on t'a préparé un outil pour que ça ressemble un petit peu, fais des propositions. C'est ce qu'on a fait ici. Donc ça ne se fait pas tout seul, hein. Ça, c'est les êtres humains qui designent. Il faut comprendre ce que ne comprend pas l'IA. Et l'étape finale, où on va en fait arriver à du raisonnement pour répondre à des questions pas prévues. Donc ça aussi, on est en place. Parle-moi de ce, ça, oui, mais avec eux, sachant que, et je veux plein de trucs originaux, quoi. Là, il va se mettre à réfléchir, à consulter les agents que je vous ai montré tout à l'heure, il va interroger, et à la fin, il va dérouler un raisonnement avec une solution et l'explication qu'il va. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis en œuvre. Et à la fin, mis en œuvre pour aller plus vite. Donc, comme je vous avais dit, quand on est cloud native, outre le fait qu'on n'a pas besoin de maintenir les serveurs et qu'on paye un abonnement, on peut délivrer les solutions, les projets beaucoup plus.
mais vraiment beaucoup plus vite. Donc, en gros, voilà l'architecture, et je ne descendrai pas plus bas dans la technique, mais en gros, nous, on est à gauche. Donc ici, ça peut être un développeur, parce que nous-mêmes, on pose des questions sur nos propres applications. Ça peut être un chef de projet, un manager, un consultant, quelqu'un qui fait de l'audit, n'importe qui. Pose des questions. Ici, c'est une figure unique, hein, c'est un point d'entrée unique. On va venir passer dans Google Vertex AI, donc qui est en cloud. Alors, s'il y a des DPO ici, je sais qu'il y en a. Ça, c'est en France. Voilà. On vient passer par Apigee, qui va être responsable de mettre à disposition nos API qui tournent à la maison chez nous en Nouvelle-Calédonie, comme si elles étaient en fait en France. Et ensuite, d'ailleurs, on interroge une base de données avec une API qu'on a préparée spécialement. Donc, ça tourne containerisé en Nouvelle-Calédonie, ça tourne en serverless en France. C'est ça. Et c'est tout. Donc, après, on va passer au déploiement. Là, on va passer en mode projet, documentation. Donc, la data, la data, la data et encore la data. Donc, en gros, la différence entre une bonne documentation et une mauvaise documentation. Donc, les bonnes docs, on sait qu'on fait des bonnes docs. Quand on fait des projets, on arrive à développer rapidement. Ça se voit tout de suite, hein, en tant que chef de projet, on voit la différence. Également, pour les développeurs, on utilise des outils de IA génératif pour développer. Ben, si on a une bonne documentation, le code, il sort tout de suite et juste du premier coup. Ici, pour l'IA, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que l'IA elle-même, elle va répondre par elle-même grâce aux documentations qu'on a fournies. Donc après, tout se fait tout seul. Donc, meilleur on est au début, plus on est bon, plus ça va vite. Et l'inverse marche aussi. Donc, les mauvaises docs, c'est les docs qu'il faut mettre à jour et que personne ne fait. J'ai pas le temps. On n'a pas que ça à faire. Les wikis à maintenir. Puis alors, ma partie préférée, les réunions. Les réunions sur les réunions, les contournements, la dette technique, et puis les développements. Côté IA, c'est à peu près pareil, mais c'est beaucoup plus drôle. Je suis désolé, je ne sais pas. Fin de la conversation. Je n'ai pas pu trouver la réponse. Fin de la conversation sur l'être humain, et puis en avant sur le gaspillage de temps. En termes de déploiement, projet, on va finir là-dessus. Il y a certains projets qui prennent plusieurs semaines, il y en a certains qui prennent 2 heures. Ce projet de carte GPT, il a pris à la fin 2 heures. Donc ça, c'est le prompt niveau Vertex AI. Donc, le premier commandement, politesse et courtoisie. Parce que les clients du bureau, moi, c'est mon image, je veux qu'ils soient servis comme ça. Et deuxième, c'est là qu'on va parler outils. Donc, je lui dis, utilise Carto API. Et là, c'est énorme parce que c'est utilise une API entière avec toutes les données qu'elle a, toute la richesse dont elle dispose. Et tu vas utiliser toutes ces données-là pour répondre à des questions qui sont de cet ordre-là. Et si je lui dis, et si jamais on te demande en SMS, utilise cet outil, je vais rajouter cette phrase-là. Et c'est tout. Donc là, on a notre agent. Vous voyez, c'est le texte. Développeur à ce niveau-là. Et ensuite, on passe à la suite. On met la doc de l'API. Ça, c'est la doc pour les machines, développeur automatique. Et ici, on a notre question. Et puis là, c'est l'interface développeur hein, donc, qui nous explique, pour répondre à ta question, j'ai appelé telle API, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et voilà la réponse. Ça, c'est l'interface de développement. Slide d'après. Ensuite, on aime bien avoir des tableaux, voir un peu, on a commencé à jouer. Tout ça toujours dans les 2 ans de déploiement. Fais-moi un tableau Markdown avec application impactée, expliciter les domaines de chaque application impactée par l'arrêt de OPT SMS. Je suis allé appeler telle API, machin, machin, machin. Voilà le tableau. Pareil, ça va aussi. Ici, on a les secteurs d'urbanisation, par exemple. Et également, ça c'est la boucle est bouclée. Il est possible de décrire des graphes de manière graphique, certains outils de documentation. Donc, par exemple, on aime bien utiliser Mermaid. Là, si je veux un dessin, un croquis pour mettre dans un wiki spécial, je lui dis l'application MMG est down. Prépare-moi le mail au format Markdown que je vais envoyer à notre CIO qui décrit les impacts sur les applications qui en dépendent et en particulier les services qui ne seront pas rendus. Ben voilà,
Moins d'une seconde, j'ai mon rapport d'analyse. Ça marche aussi à l'inverse quand on n'est pas en incident. Je prévois de couper ça. Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie? Et la réponse sera la même. Si je fais du confluence, elle dit le mot forme important de confluence. Et ce sera fait. Voilà. Parce qu'après, on a le slide. Une fois qu'on a ce chatbot, là, vous allez montrer l'interface utilisateur. On va partir en prod sur des plateformes designées pour ça. Donc là, par exemple, si on veut exporter, peut-être en interne, ce sera plutôt Dialogflow, mais si c'est pour des gens qui font du marketing, peut-être du Messenger, peut-être du Slack, du Twilio ou du Viber. Et donc, ça veut dire qu'on peut hériter d'une voie, fonctionnalité après. Donc, c'est orienté plateforme. Voilà. Des exemples, on va faire rapide, on va zapper. Application down, ça c'est mon préféré. Et ensuite, notre stack. Mais surtout, le plus important, c'est le dernier slide. C'est les habitudes au quotidien que j'ai mises en place, les cérémonies que j'ai mises dans mon bureau. Donc surtout, c'est regarder ce que font les gens et pourquoi. Pourquoi, par exemple, tiens, j'envoie la documentation de ça. Ah, merde, c'est lourd. Pourquoi, puis pourquoi travailler avec des activités qu'on peut dégager. Donc, toujours challenger pour le pourquoi. Chercher des relations entre les pourquoi et les problèmes. C'est, on rattache les choses les unes aux autres, puis on voit comment les unes impactent les autres pour savoir où mettre les efforts au mieux. Investiguer sur les causes, niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis travailler dessus. Designer de meilleures questions pour les gens me répondent dans mon bureau. Je viens avec d'autres questions, je les affine, et puis après, on dit, bon, ben, ça, c'est une vraie question, elle est intéressante, parce que derrière, on va avoir beaucoup de réponses très variées. Mettre en perspective, là, on est parti, là, on est actuellement, et puis les nouveaux problèmes qui nous attendent, puisqu'on a une grande faculté à oublier les problèmes qu'on avait avant, une fois qu'ils sont résolus, on y pense plus, on trouve ça super au début, puis après, ça fait partie du normal. Et ça, mon préféré, donc, les expériences de pensée, en fait, quand on a un problème, si on connaît bien son organisation, les données qu'on a, on peut imaginer, comme un LLM, dire je vais prendre ça, je vais prendre ça, tiens, est-ce que je saurais répondre? Et on fait des simulations mentales comme ça. Donc, moi, je le fais sur les API que je connais bien et sur mon knowledge graph. Et après, on voit si le LLM il arrive à raccord. Voilà. Ça, c'est super puissant, ça marche vachement bien au quotidien. Et donc, ouais, ça sera le mot de la fin.